Donc, le marché a vécu, si vous voulez, un petit peu cette même période que l'été dernier, où les Américains avaient fui, tout le monde vous écrivait un scénario catastrophe, les politiques se réunissaient, puis on attendait la mise en place de ce qu'on appelait le fonds FES, Fonds de solidarité européen, et puis il devait être suivi de ce qui va être mis en place à partir du mois de juillet, le MES, le mécanisme européen de solidarité. Et puis, pendant tout cet été, moi j'étais au bureau, je n'avais pas pris de vacances, je voyais les marchés qui étaient extrêmement turbulents, parce que les politiques disaient oui on travaille, oui on fait chier ça, la même disait oui mais attendez, on veut bien que vous fassiez ça, mais on ne veut pas que vous ayez jusque-là. Donc, résultat, les marchés ont dit, basta, ils n'arrêtent pas de parler, ils n'arrêtent pas de dire des choses, mais rien n'avance. Fin octobre, début, on va dire plutôt fin novembre, mi-décembre, enfin, nos hommes politiques accouchent de la solution, et le marché, vous l'avez vu, entre mi-décembre et fin mars, a pris, je dirais, quand même une petite flambée de hausse, pas antipathique, qui était de l'ordre de 10%, qui n'était quand même pas, je dirais, à ignorer. Très honnêtement, et sans aucune immodestie de ma part, mais c'est mon métier, j'avais fait des réunions, je l'avais dit, j'avais dit aux gens, investissez, on ira à tel niveau. Et on est allé exactement sur le niveau, je ne suis pas devin, hein, je veux dire, sur lequel on devait être. Aujourd'hui, les marchés, s'ils ont monté ces 2 derniers jours, c'est pourquoi? Petit 1, parce que la Chine a dit qu'elle allait laisser ses taux. Petit 2, parce que la réserve fédérale, si l'économie américaine ralentit trop, la Fed interviendra. Elle fera marcher la planche à billets à nouveau. Ils s'en foutent, c'est le prix financier. Et, inévitablement, les gens commencent à comprendre que tout le monde est en train de gesticuler intelligemment parce qu'il y a le feu à la maison et qu'il va falloir effectivement trouver une solution pour éviter l'éclatement de la zone euro. Donc le marché, à un moment donné, que vous le vouliez ou non, va saluer le fait que les politiques se soient mis d'accord. N'attendez pas de moi que je vous dise que c'est un boulevard de hausse phénoménale, etc. Ça va être un retour à la normale. Parce que les entreprises, elles travaillent. Pas les entreprises qui travaillent sur la demande domestique interne, puisqu'on va moins consommer, on va épargner. Mais les entreprises qui travaillent sur l'international, c'est-à-dire aux États-Unis qui se portent mieux que nous, et les entreprises qui travaillent sur les demandes des émergents et de cette classe moyenne émergente, pensez à Adidas, pensez à Inditex en Espagne, pensez à Seb, pensez à toutes ces sociétés qui vont faire que cette classe moyenne chinoise, qui paradoxalement va acheter des marques, parce que c'est le moyen pour elle de montrer qu'elle a réussi. Alors elle ne va pas acheter du Dior uniquement, hein, parce que la classe moyenne n'a pas les moyens d'acheter du Dior. Malheureusement, les milliardaires, ils existeront toujours, rassurez-vous, même sous Mitterrand, il y en a eu un peu plus qu'avant. Donc, à partir de ce moment-là, c'était pas utile, mais bon, je l'ai dit, ça fait du bien. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, le marché va revenir à sa normalité. Maintenant, il faut être lucide. Je ne vois pas, en l'état actuel, et je suis honnête, de forte croissance dans la zone euro pendant un certain nombre d'années. Donc, on va avoir un marché qui va être erratique. On va avoir un marché qui, effectivement, va avoir des années de hausse, qui correspondrait à des améliorations de PIB, parce que les entreprises seront obligées de restocker, parce qu'il y aura quelques petits signaux d'amélioration, et puis après il y aura quelques petites déceptions, et ça rebaissera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir être mobile. C'est-à-dire que la période de rêve que j'ai connue quand j'ai commencé à travailler en 1979, où on pouvait acheter un titre, et où à l'époque je voyais des clients qui me disaient, mais moi monsieur Bernachon, j'ai acheté de l'air liquide il y a 10 ans, mais je ne l'ai jamais vendu, et regardez aujourd'hui, qu'est-ce que ça produit? Il va falloir attendre du temps avant que ça revienne, cette chose-là. Et ça ne veut pas dire que l'air liquide ne fera pas, de temps en temps, 90 euros, 120 euros, 90 euros, 120 euros. Il va falloir être mobile. Ça veut dire qu'il va falloir travailler avec les produits qui ont cette flexibilité et qui permettent, où effectivement, le rôle des conseillers en patrimoine va être de plus en plus important, parce qu'ils vont devoir de plus en plus vous accompagner dans cette mobilité. C'est fini. On n'est plus dans une période pendant quelques années. J'espère qu'avant de prendre ma retraite, je reverrai la période de train dossier de long terme, parce que inévitablement, après, on redébouchera sur une croissance. Alors, dernière chose, rapidement, inflation, pas inflation. Aujourd'hui, on est en période de désendettement. Donc, on subit des pressions inflationnistes. D'un côté, on a quelques petites pressions inflationnistes, parce qu'effectivement, le petit polo Lacoste qu'on achète, qui est fabriqué en Chine, comme le salaire du chinois, il a augmenté de 20%, fatalement, il coûte un petit peu plus cher. Mais grosso modo, prenez le secteur automobile. Je ne parle pas de Aston Martin, je ne parle pas de Ferrari, je ne parle pas de Porsche, bien évidemment. Je parle de la voiture classique. On est en surcapacité de production. Donc s'il y a bien un secteur où moi je n'investis pas, c'est l'automobile.
Peugeot, il ne sait plus quoi faire de ses voitures tellement il en a. Donc il va bien falloir qu'il casse les prix. Donc, inévitablement, il y a des secteurs dont il faut se méfier. Il y a des secteurs qu'il faut éviter. Répercussions sur l'assurance vie et les contrats en euros. Vous avez eu une émission sur Capital, je crois que c'était il y a 8 mois, si je ne dis pas de bêtises, qui avait l'intérêt d'avoir quand même le plus grand nombre d'auditeurs. Et quand on veut avoir le plus grand nombre d'auditeurs, et comme je passe de temps en temps sur les ondes, je sais comment ça fonctionne, il faut faire mal, il faut que ça choque. Donc Capital, ce soir-là, avait dressé un tableau noir des contrats en euros en disant c'est fini, ça va être dramatique, etc. Non. À l'instant où je parle, il n'y a pas de crainte sur les contrats en euros. Pourquoi? Parce que les compagnies d'assurance ont investi dans les crédits corporate. Vous savez, ces crédits d'entreprise qui ramènent parfois 4,5%, parfois 6%, parfois 8%. Et puis, bien évidemment, ils ont acheté des obligations allemandes, des obligations françaises. Or, le 10 ans allemand était à 2,50 et aujourd'hui, pardon, était il y a 8 jours à 1,25, il est aux alentours de 1,32 aujourd'hui. L'OAT française, qui n'a pas totalement perdu sa note pour le moment, est passée de 3,20% à 2,40%. Donc aujourd'hui, les assureurs se font des plus-values latentes qui va leur permettre d'assurer en 2012 un rendement probablement moins important que dans les années noires, mais un rendement encore satisfaisant. Le danger sur les contrats en euros ne résulterait que d'une hausse des taux. C'est-à-dire que, imaginons une inflation plus rapide, les taux d'intérêt remontent fortement, et là, bien évidemment, ce qu'ils ont acheté encore dernièrement à 1,50% par exemple sur un 10 ans allemand, si le taux du 10 ans allemand est à 2, là, ce n'est pas de la plus-value latente, c'est ce qu'on appelle de la moins-value latente. Donc, inévitablement, qu'on le veuille ou non, on se dirige dans la durée vers une moindre rentabilité des contrats en euros. L'assurance vie, ce n'est pas uniquement pour être sécuritaire, il y a des avantages fiscaux, il y a des avantages successoraux, donc fatalement, il faudra dans ces cas-là aller, pourquoi pas, sur d'autres produits ou diversifier ces contrats en euros. Mais là, je dirais qu'il y a des spécialistes pour ça. Sur l'inflation, lorsque les banques centrales créent de la monnaie, la BCE ne crée pas trop de monnaie, parce que la BCE elle prête de l'argent aux banques, mais elle le reprend derrière. Donc si vous voulez, on n'est pas dans un système de planche à billets dans le sens classique du terme. La Banque d'Angleterre le fait. La Banque du Japon, on n'en parle même pas, de 230% de déficit sur PIB au Japon. Et l'avantage du japonais, c'est qu'il a un tel taux d'épargne que la dette japonaise est tenue par eux. Donc si vous voulez, ils n'ont pas besoin d'aller faire payer leur dette avec un taux d'intérêt élevé, puisqu'il n'y a que qui la détiennent. Ils ont un petit problème, c'est qu'ils ont une courbe démographique qui est comme ça. Donc inévitablement, dans le temps, il va falloir qu'ils dépendent un peu plus des investisseurs étrangers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est le sens de l'histoire, quoi qu'il en soit. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, la fabrication de planches à billets de la part des banques centrales devrait, ce qu'on appelle dans notre jargon d'économiste, faire monter M3 et donc créer, je dirais, de l'inflation. Mais ça marche qu'à partir du moment où cette liquidité créée par les banques, elle se diffuse dans le système économique réel. C'est-à-dire que les banques font du crédit, que la liquidité circule, c'est ce qu'on appelle la vitesse de circulation de la monnaie. Or, aujourd'hui, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que les banques sont en train de se refinancer, parce que les banques, on leur a dit, et elles n'ont pas le choix, arrêtez les bêtises, arrêtez les opérations à effet de levier, arrêtez la banque d'investissement. Aujourd'hui, la banque d'investissement, ça va être conseiller les entreprises, faire des opérations classiques, et les types comme Carriel, on n'en veut plus. À partir de ce moment-là, elles réduisent la taille du bilan, elles délevragent, c'est-à-dire qu'elles arrêtent les opérations à effet de levier qu'elles faisaient avant, et inévitablement, elles ont beaucoup moins d'argent à prêter au système économique. Et puis de l'autre côté, les entreprises, elles ont de la trésorerie, les grandes entreprises, donc elles n'ont pas besoin d'aller voir le banquier. En plus, si elles veulent, comme Suez, comme Peugeot, lever de l'argent sur le marché financier, ben, elles payent un taux d'intérêt un peu plus élevé, mais les investisseurs arrivent les yeux fermés pour souscrire. Seul danger dans tout ça, c'est les PME. Dans le cadre du crédit immobilier, vous voyez dans la presse, vous avez une chute phénoménale des crédits immobiliers. Il faut relativiser. Le dernier trimestre de l'année a été une explosion à la hausse des crédits immobiliers, puisqu'on arrivait à la fin des celliers, on arrivait à la fin des avantages fiscaux, et en plus, vous aviez l'imposition sur la résidence secondaire qui tombait, qui faisait des tas de gens qui disaient, il vaut mieux que je le rende avant que la loi passe, quitte à abandonner 100 000 ou 200 000 euros sur le prix de vente de ma maison avec piscine et bateau attaché. En conséquence de quoi, il faut relativiser la chute de l'immobilier, mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on va voir une banque demander un prix immobilier, c'est fini la folie. On vous disait, monsieur, on vous prête à 30 ans, vous n'avez pas d'apport, bon, vous avez 5% d'apport, allez, c'est pas grave, voilà votre prêt. Aujourd'hui, on revient
in fine, dans le classicisme bancaire, c'est-à-dire qu'on vous demande un apport qui varie entre 25 et 30%, et on vous fait un crédit sur 15 ans. On revient à la norme. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, très schématiquement, sinon je pourrais rester jusqu'à 2h du matin, mais ce n'est pas un problème. Vous avez dans le document qu'on vous remet une vision de ce qui s'est passé sur le mois dernier. Je parle bien évidemment de la crise européenne, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer, les eurobonds, pourquoi pas les eurobonds. Mais le problème de ces crises européennes, in fine, c'est qu'on a créé une monnaie, on a créé une maison commune, mais on a oublié de faire les fondations. À la première tempête, la maison a vibré. Fort heureusement, on est en train petit à petit de faire les fondations. La seule problématique dans tout ça, c'est qu'on n'a pas habitué les populations, et nos politiques ne sont pas prêts non plus, et particulièrement les nôtres, à l'abandon de souveraineté. Parce que la solution passe par le fédéralisme européen, et ça veut bien évidemment dire que nos hommes politiques auront du pouvoir, ils auront le même pouvoir que le gouverneur du Kansas a de pouvoir vis-à-vis de l'État fédéral américain. Voilà, s'il y a des questions, je répondrai tout à l'heure.